Bonsoir. Nous accueillons donc pour cette séance Éric Fassin. Euh, Comme vous le savez, et vous avez reçu le programme. Éric Fassin est professeur de sciences politiques et sociologue à Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Et vous avez reçu l'indication de ses principaux ouvrages et également un choix d'articles consacrés aux thématiques du genre. Alors, je vous rappelle simplement que à la première séance, nous avions, pour que vous ne soyez pas surpris par rapport à certaines de nos interrogations, on avait simplement présenté le thème du genre, la notion de genre, qui est d'ailleurs difficile à présenter, comme construction d'éléments sexués traversés par des inégalités individuelles ou collectives. Donc c'est au fond la définition dont on est parti. Et puis à partir de là, j'avais proposé une cartographie provisoire et réductrice des théorisations auxquelles le genre donne lieu, en distinguant deux types d'approches. L'approche par la domination correspondant, ou la hiérarchie, correspondant notamment aux œuvres et aux travaux de Catherine McKinnon et de Christine Delphi, et puis l'approche par la différence ou par les différences postmodernes, si l'on veut, correspondant notamment donc à l'œuvre de Judith Butler. Alors je ne sais pas, je ne veux pas dire que vous êtes plus proche de la deuxième approche que de la première, parce que ce genre de classification est toujours démenti au premier virage, et donc je ne m'engage pas, mais enfin on peut penser qu'il y a quelque chose de cela. En tout état de cause, dans les deux approches, aussi opposées soient-elles sur certains points, il y a des conflits assez vigoureux entre les représentants de ces approches. Dans les deux approches, il est question du sexe et du genre en termes de pouvoir, avec par conséquent un éventuel point de passage possible ou envisageable ou négociable, je ne sais pas comment il faut le dire, entre ces deux approches. Voilà, c'est au fond dans cette situation-là, nous en étions là, et pour que vous nous fassiez avancer à partir de là, je vous donne la parole en vous remerciant bien volontiers de votre invitation, en vous recevant avec plaisir, et puis en vous disant que votre ancienne étudiante, Marie-Pauline Chartrons, qui a géré l'invitation, sera votre première répondante tout à l'heure à la fin de votre intervention. Tout est possible dans la répartition du temps. Juste, il faut que nous soyons tous sortis à 20h ou plus tard. Très bien. Pile. Je vous en prie. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je vous prie d'excuser le retard. J'ai surestimé la ponctualité des transports français. Mais je vous prie de m'en excuser parce que je sais que c'est pas agréable pour vous d'attendre comme ça. Alors merci pour cette présentation aussi. J'ajouterai un élément qui est pertinent par rapport à la question d'aujourd'hui, puisque la question de l'institutionnalisation des études de genre, comme vous le savez, est toujours posée et qu'elle est d'actualité. C'est que je suis sociologue et j'enseigne simultanément dans le département de sciences politiques et pour le centre d'études féminines et d'études de genre de Paris 8. Et de fait, nous allons être amenés à organiser tout un ensemble d'événements qui ne sont pas sans rapport, je crois, avec vos préoccupations de cette année, au printemps, à l'occasion des 40 ans de ce centre, et en particulier un colloque qui viendra le conclure sur le printemps international du genre, c'est-à-dire sur simultanément la question de l'internationalisation et de l'institutionnalisation des études de genre. Deuxième remarque, vous aviez tout à fait raison de dire que dès qu'on définit les gens en leur présence, ils protestent vigoureusement. Et donc, si vous l'aviez fait, j'aurais protesté vigoureusement. Comme vous ne l'avez pas fait, je ne proteste pas, et même pas vigoureusement. Mais effectivement, en tout cas, il est certain que je ne revendique pas le terme de postmoderne, et il est certain que je revendique le terme de domination, que j'utilise dans mon travail. Il est certain aussi que Christine Delphi ne me reconnaîtrait pas comme un des siens. Donc voilà pour quelques éléments et j'espère que le reste de la présentation permettra de préciser certains éléments.
Comme j'imagine que la plupart des personnes qui sont présentes dans ce séminaire sont philosophes, ce qui n'est pas mon cas, je voudrais dire un élément sur le rapport avec la philosophie des questions dont je vais traiter. Pour ma part, j'étais un assez médiocre philosophe dans ma jeunesse et je ne crois pas que ça se soit amélioré depuis. Et la raison principale était que je ne comprenais pas bien pourquoi les gens se posaient les questions qu'ils se posaient en philosophie. Et faute de savoir d'où venaient les questions, je n'arrivais pas à en comprendre le fonctionnement et donc j'avais du mal à faire le philosophe, alors que ça aurait été utile à la poursuite de mes études. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, donc, c'est procéder d'une manière qui fasse que, si vous êtes comme je l'étais naguère, vous compreniez ce que je vais dire, c'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer comment certaines questions se posent, c'est-à-dire non pas simplement comment moi je me pose des questions, mais comment dans un contexte historique changeant, dans les dernières 20 années, j'ai été amené à me poser des questions qui ont bougé en même temps que le contexte dans lequel elles se déployaient. Ça n'est pas une coquetterie ou disons une fascination égocentrique, mais c'est essayer de prendre au sérieux ce que j'essaie par ailleurs de défendre, et je ne suis pas le seul bien sûr, mais une posture historique, c'est-à-dire qui pense non seulement le fait que les sociétés ont une histoire, mais aussi que le savoir a une histoire et que donc les arguments, les thèses, les éléments que j'essaie de produire sont inscrits dans cette histoire. Donc l'historicité, qui est vraiment au cœur de ce que j'essaie de développer, oblige à penser l'historicité de mes propres questionnements. Voilà pour ce préambule. Je voudrais d'abord dire comment j'ai été amené à travailler sur les questions de genre. Ensuite, j'essaierai de vous donner des éléments sur un concept que j'ai essayé de développer, celui de démocratie sexuelle. Et puis, j'essaierai dans un troisième temps de vous proposer d'autres éléments encore sur le contexte dans lequel se déploient ces réflexions sur la démocratie sexuelle dès lors qu'elle est instrumentalisée à des fins, pour dire vite, xénophobes et racistes. Et je conclurai sur la bienheureuse actualité des manifestations qui ont donné une importance inespérée aux études de genre en les désignant comme des ennemis de notre nation, voire de notre civilisation, à l'occasion des débats autour de ce que le gouvernement a appelé le mariage pour tous. Voilà le parcours que je vais essayer de faire, mais tout en surveillant la montre. Il est très commode que j'ai en face de moi l'heure. Je n'aurai donc aucune excuse et je vais essayer donc de parler peut-être un petit peu moins d'une heure pour qu'on ait le temps pour la discussion, si cela vous convient. Je vais essayer d'être économe du temps. Alors, premièrement, je voudrais souligner le contexte dans lequel, pour ma part, j'ai été amené à m'intéresser aux questions de genre. C'est dans un contexte qui n'est pas le contexte français, c'est en travaillant sur les États-Unis. Et en particulier à la fin des années 80, au début des années 90, non seulement en travaillant aux États-Unis, mais en enseignant aux États-Unis, c'est-à-dire pas simplement en faisant des recherches, mais aussi en ayant ma vie personnelle et professionnelle aux États-Unis. C'est-à-dire à un moment où les questions, je vais dire les questions sexuelles, c'est une expression que j'utilise communément pour qualifier à la fois les questions de genre et les questions de sexualité, donc c'est un terme général. Donc les questions sexuelles faisaient l'actualité constamment aux États-Unis, alors qu'en France, elles étaient, à la fin des années 80, au début des années 90, presque invisibles. Donc c'est l'écart entre les situations françaises et états-uniennes qui est mon point de départ. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas parti des questions sexuelles, mais j'étais plutôt parti de la volonté, même si elle m'intéressait déjà, de comprendre la société états-unienne en anthropologue. En fait, avant d'avoir travaillé aux États-Unis, j'avais travaillé en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, je m'étais aperçu qu'il y avait ce paradoxe, il y avait beaucoup de Français compétents pour connaître la société en Côte d'Ivoire contemporaine, à une époque où il y avait très peu de Français qui s'intéressaient sérieusement à la société états-unienne.
le paradoxe, c'est qu'on ne parlait jamais de la Côte d'Ivoire et on parlait tout le temps des États-Unis, ou plus exactement de ce qu'on appelait l'Amérique. Donc il y avait une sorte de fossé séparant le savoir empirique, qui était très faible, et le discours public, qui était très fort. Donc cela m'intéressait, et ça m'intéressait pour des raisons qui ont à voir avec la domination, c'est-à-dire des raisons qui sont liées à l'histoire de l'anthropologie. Vous le savez, on fait bien davantage l'anthropologie vers le bas. On travaille vers des sociétés dominées, et donc lorsqu'on est français, on travaille plutôt dans les anciennes colonies, et lorsqu'on est états-unien, on peut travailler partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Mais en revanche, l'idée qu'on pourrait faire l'anthropologie des États-Unis en étant français apparaissait, en tout cas à l'époque, comme plus improbable, et donc ça me paraissait un enjeu politique important. Donc anthropologiser, prendre pour objet d'études anthropologiques les États-Unis était mon objectif, mais la première découverte, c'est qu'il était impossible d'en parler en faisant abstraction d'autre chose, c'est-à-dire non pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Amérique. L'Amérique comme figure dans le discours public en France, mais pas seulement en France, et y compris d'ailleurs aux États-Unis, mais comme une figure qui n'a pas forcément grand rapport avec les États-Unis. C'est-à-dire que c'était une figure qui pouvait être utilisée à des fins très différentes, pour parler du marché, pour parler de l'État, pour parler des minorités raciales, pour parler des minorités sexuelles, pour parler de toutes sortes de sujets, du libéralisme, de l'histoire de la Révolution, etc. L'Amérique était bonne à penser, elle servait à formuler des tas de choses. Et en particulier, quand j'ai essayé de m'intéresser à la spécificité de ce qui se passait aux États-Unis, ce qui est l'enjeu d'un travail de type anthropologique, eh bien, les questions sexuelles étaient omniprésentes, mais est-ce qu'il fallait les penser sur le mode des États-Unis, c'est-à-dire une société particulière, ou bien sur le mode de l'Amérique, c'est-à-dire cette figure de rhétorique ? La figure de rhétorique était omniprésente puisque au début des années 1990, ce qu'on entendait beaucoup dire, c'est que l'Amérique, c'était le pays du puritanisme, c'était le pays du politiquement correct et le pays du sexuellement correct. Autrement dit, un pays dominé par ses minorités, et c'est à ce moment-là qu'on voit se développer, en particulier dans une revue comme Le Débat, l'idée qu'il y aurait la tyrannie des minorités aux États-Unis, donc une sorte d'inversion de la critique tocquevillienne, non plus la tyrannie de la majorité, mais la tyrannie des minorités. Alors, il me semblait qu'il y avait quelques raisons empiriques de douter que les lesbiennes noires fussent au pouvoir aux États-Unis, mais donc il me semblait que ça pouvait être un projet d'enquête anthropologique. Donc cet écart entre les États-Unis et l'Amérique est mon point de départ, et le terrain des questions sexuelles en a été le lieu privilégié, même si dans le même temps j'ai commencé de travailler sur les questions raciales. Alors qu'est-ce qu'on racontait en France ? Parce que je crois qu'encore une fois, les conditions de possibilité pour savoir quelque chose sur les États-Unis doivent prendre en compte ce qui se racontait plus généralement. Y compris parce que lorsqu'on dit des choses qui sont décalées par rapport aux attentes, eh bien ça peut être à la fois un avantage parce qu'on a une originalité, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que ça devient inaudible. Donc ce contexte est important. Qu'est-ce qu'on racontait ? Eh bien on racontait qu'il y avait aux États-Unis la guerre des sexes. La guerre des sexes, elle était présentée de manière emblématique à l'occasion d'une controverse qui a eu un retentissement considérable en 1991, retentissement considérable aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis, à l'occasion de la nomination à la Cour suprême des États-Unis du juge Clarence Thomas, bientôt accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice. Cette affaire qui m'a beaucoup intéressé à plusieurs reprises, je ne vais pas vous la rappeler dans le détail, mais simplement je voudrais évoquer le fait qu'elle était en quelque sorte un condensé de tout ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là, puisque s'y jouaient à la fois les rapports entre les différentes institutions, les partis politiques, mais aussi des rapports de classe, des rapports de race, des rapports de genre, des rapports de sexualité, etc. Bref, l'ensemble des rapports sociaux. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'avais proposé de décrire cette controverse, cette polémique, ce qui pouvait être caractérisé comme une sorte de psychodrame national aux États-Unis en 1991, comme un fait social total,
en reprenant le concept de Marcel Mauss, puisque ça pouvait récapituler l'ensemble des fonctionnements sociaux, mais aussi leur articulation avec des fonctionnements psychologiques, physiques, etc. Alors, l'idée qu'on puisse avoir tout un pays les yeux rivés sur les auditions d'un juge noir accusé de harcèlement sexuel par une femme noire, qui était son ancienne collaboratrice, déconcertait, pour dire le moins, voire provoquait une hostilité considérable en dehors de France, y compris dans des rangs qu'on aurait pu estimer féministes. Je pense en particulier à quelqu'un comme Elisabeth Badinter, qui avait dénoncé la chasse aux sorciers qui était menée aux États-Unis à cette occasion, en jouant bien sûr sur le fait que la sorcellerie, elle évoque aussi une histoire américaine, celle des puritains et de Salem, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il m'a paru intéressant d'essayer de comprendre autrement ce qui se passait aux États-Unis. C'est-à-dire, non pas d'y voir une projection de cette figure du discours public qu'est l'Amérique, mais véritablement de m'intéresser au fonctionnement, c'est-à-dire comment ça marche, qu'est-ce qui s'y joue. Donc prendre pour objet anthropologique ou ethnologique si on veut, les États-Unis, ça avait une conséquence, c'était donc ce décalage par rapport au discours sur l'Amérique. Et ça a eu une conséquence que je n'avais pas anticipée, c'est que ça a politisé mon discours. C'est-à-dire que le simple fait de dire nous ne sommes pas là pour tourner en ridicule une autre société. Le travail, après tout, des anthropologues, c'est pas, je sais pas, d'aller en Afrique ou d'aller en Asie et de repartir en rigolant. Le métier d'anthropologue, c'est pas de ricaner aux dépens des gens qu'on va étudier. C'est d'essayer de comprendre. Et donc, essayer de comprendre veut dire qu'on suspend le temps de la compréhension, le jugement, pour essayer d'avoir une sorte de compréhension de l'intérieur, ce qui n'exclut pas, bien entendu, de formuler des critiques. Ça n'est pas un relativisme jusqu'au bout, mais c'est un relativisme provisoire qui fait qu'on fait le pari qu'il y a à comprendre et que les autres ne sont pas forcément fous, que les Américains ne sont pas forcément puritains, que les Américaines ne sont pas forcément hystériques. C'est un pari. C'est un pari, mais un pari qui est, si vous voulez, un a priori méthodologique pour essayer de mener à bien une enquête ethnographique. Donc, ça voulait dire que la catégorie de guerre des sexes, qui était utilisée à des fins polémiques, elle n'était pas opératoire. Bien entendu, il y avait des tensions entre les sexes, mais ça ne voulait pas dire que c'était le monopole des États-Unis. Et donc, en retour, pour ma part, j'avais quelques scepticismes quant à une version qui s'est développée précisément au même moment en France, c'est-à-dire à partir de 1989, le premier texte étant également dans le débat, un texte de Philippe Reynaud sur le féminisme aux États-Unis, mais qui a eu une postérité avec des variantes dans un texte de Pierre Rosanvallon d'une part, et ensuite dans un ouvrage de Mona Ozouf qui faisait en quelque sorte la synthèse entre le propos de Pierre Rosanvallon et celui de Philippe Reynaud. Cet ouvrage publié en 1995 qui s'appelle Les mots des femmes et qui est introduit par un long essai sur la singularité française, qui est une réflexion sur le fait que la France, c'est pas comme les États-Unis, et en particulier pour ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes, et donc l'idée générale étant que le féminisme, si tant est que le terme soit revendiqué par l'auteur, ce qui est incertain, que le féminisme serait davantage disons, apaisé en France et qu'il n'aurait pas l'aigreur qu'on lui supposait aux États-Unis. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire très précisément que les questions sexuelles étaient politisées aux États-Unis alors qu'elles ne l'étaient pas en France. Et que cela renvoyait à une histoire culturelle, puisque Mona Ozouf allait chercher du côté de l'Ancien Régime, avec la culture des salons qui avait à l'époque été étudiée par Marc Fumaroli et dans les lieux de mémoire, et donc l'idée qu'il y avait une culture française, une sociabilité, un commerce entre les sexes qui était donc hérité d'une histoire et qui n'était pas identique à ce qu'on connaissait aux États-Unis. Ça, c'était une manière de construire un peu l'image en miroir de l'Amérique. C'est-à-dire que de même que l'Amérique est une figure, il me semble que la France qui était là représentée n'était pas exactement une France
correspondant à la réalité empirique. La preuve, c'est qu'au même moment, pour la première fois en France, au début des années 1990, des enquêtes sont publiées, en particulier une enquête sur la sexualité des Français avec un chapitre qui concerne les violences envers les femmes et les violences sexuelles, dont on dit pour la première fois ce qu'on disait déjà aux États-Unis, qu'elles se déroulent d'abord, le plus souvent, dans le cadre intime, c'est-à-dire dans la famille, parmi les proches, dans le foyer conjugal, et non pas par des individus lointains qui appartiendraient à une autre classe, voire qui auraient une autre couleur de peau, comme on l'avait longtemps affirmé aux États-Unis, et comme on allait commencer de l'affirmer en France. Donc c'est au même moment qu'il y avait ce débat sur la différence radicale entre la France et les États-Unis, correspondant à deux cultures différentes, qu'on commençait à avoir une première enquête qui montrait que finalement, ces questions de violence et de violence de genre, elles n'étaient pas radicalement étrangères à la culture française. Et que d'ailleurs, les rapports de pouvoir, eh bien, ils jouaient également en France entre les sexes. La preuve, la discussion qui avait été amorcée précisément en 1989 et qui a pris de l'ampleur dans les années 1990 autour de ce qui allait devenir la parité. Pourquoi ? Parce que l'idée que la France était un pays où l'égalité entre les sexes, elle se jouait en quelque sorte en dehors de toute politisation, dans le régime des mœurs et non pas dans le régime de la politique, eh bien, elle était contredite par le fait que depuis que les femmes en France avaient enfin accédé au vote après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, leur progression dans l'hémicycle était à peu près nulle. Donc l'idée d'un progrès qui se ferait naturellement sans mobilisation politique apparaissait davantage contredite par la réalité empirique. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est que d'un côté comme de l'autre, pour la compréhension des rapports entre les sexes en France comme aux États-Unis, la question était posée d'une manière qui était quelque peu déconnectée de la réalité empirique. Donc dire « je vais étudier ce qui se passe aux États-Unis » et ne pas en faire un objet de dérision, c'était déjà prendre position. C'était déjà considérer que c'était intéressant. Autrement dit, que ça pouvait nous intéresser, que ça ne nous était pas radicalement étranger. La preuve, on pouvait expliquer. Donc essayer de rendre raison de ce qui se passait dans cette société réputée radicalement exotique était une manière d'interroger en retour, même si je n'en ai pas eu conscience d'emblée, la société d'où je venais et où je suis reparti après et où je continue d'habiter aujourd'hui, c'est-à-dire la société française. Donc voilà pour cet élément de rappel sur le contexte. Pour l'instant, je n'ai guère utilisé le terme de genre, mais justement, je voudrais maintenant préciser en quoi ce terme de genre, il paraissait utile dans ce contexte, en tout cas pour moi, mais pas seulement pour moi, bien sûr, à l'époque. Au début des années 1990, en France, rares étaient les féministes qui utilisaient le terme de genre. À bien des égards, le moment 1989, c'est-à-dire le bicentenaire de la Révolution française, qui avait été l'occasion d'une confrontation entre historiens et souvent historiennes français, françaises et souvent états-uniens, états-uniennes, eh bien, cette commémoration du bicentenaire de la Révolution française avait été l'occasion de mesurer combien des traditions qui paraissaient très proches, des traditions intellectuelles qui s'étaient nourries dans les deux sens, aux États-Unis et en France, eh bien, avaient pu diverger, et en particulier sur la question du genre, de la politique des sexes, de la sexualité, sans même parler, on s'en apercevrait plus tard, des questions raciales. Donc des historiennes qui avaient l'impression jusqu'alors de parler la même langue, découvraient qu'elles ne parlaient pas la même langue, non pas au sens où les unes parlaient anglais et les autres français, mais où leurs questionnements n'étaient plus les mêmes. Ça, c'était important parce que ça a, me semble-t-il, eu des conséquences dont nous commençons à peine à sortir aujourd'hui. Mais aussi, c'était le révélateur de quelque chose, le fait que, aux États-Unis, les études de genre
s'était institutionnalisé dans l'université dans les années 1980. Le mouvement féministe et le début des études de genre féministes date des années 1970 aux États-Unis, avec des développements en particulier en anthropologie, mais aussi dans d'autres disciplines, et en particulier en droit, puisque je crois que vous aurez Catherine McKinnon qui viendra parler dans ce séminaire et qui a joué un rôle très important dans cette histoire, mais aussi donc du côté de l'histoire, avec une figure comme l'historienne Joan Wallach Scott, qui a contribué à légitimer le concept de genre dans la discipline historique au milieu des années 1980. Donc il y avait eu une relative, ne l'exagérons pas, institutionnalisation des études de genre aux États-Unis dans les années 80, paradoxalement parce que c'était les années Reagan et que, comme vous le savez, nul ne peut accuser Ronald Reagan d'avoir été le fer de lance du féminisme aux États-Unis pendant sa présidence, mais justement, la relative marginalisation du féminisme dans l'espace public et dans la politique aux États-Unis a coïncidé avec son institutionnalisation au sein de l'université. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de repli dans l'espace académique de ce qui avait été un combat extra-académique en grande part dans les années 1970. Or, en France, il ne s'est pas passé la même chose. En France, on n'a pas vu un développement aussi fort d'une institutionnalisation, bien au contraire. Alors ça a été quelque peu masqué d'un point de vue éditorial par la publication de l'Histoire des femmes dirigée par Georges Duby et Michel Perrault. Ces 5 volumes imposants ont pu donner l'impression qu'il y avait une floraison d'études sur le genre en France, ou du moins d'études sur les femmes, puisque c'était le terme qui était davantage privilégié à l'époque, mais ça n'était pas le cas. Donc il y a un différentiel dans l'institutionnalisation universitaire des questions de genre en France et aux États-Unis dans les années 80, c'est-à-dire que les années Reagan ont mieux réussi aux études de genre que les années Mitterrand. Selon des voies que je discuterai volontiers avec vous si vous le souhaitez. Du coup, lorsqu'on parle de genre au début des années 1990, en France, c'est comme de quelque chose qui serait étranger à la France. Et à ce moment-là, on traduit très rarement. Par exemple, Michel Perrault, dans l'Histoire des femmes, prend le terme avec des pincettes, ou dans les textes qui ont accompagné la publication de l'Histoire des femmes, prend le terme avec des pincettes comme un terme étranger correspondant à une culture différente. Donc avec un certain respect, avec un certain intérêt, mais comme quelque chose qui ne fait pas partie de son vocabulaire à elle. Ou bien quelqu'un comme Geneviève Fraisse, à l'époque, essaie de montrer, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, combien ce terme, ça n'est pas le sien, mais ça n'est pas non plus un terme tout à fait français. Elle y insiste davantage à l'époque. Il s'inscrit dans une culture spécifique qui est celle des États-Unis. Vous voyez que ça, c'est une question qui donc n'est pas entièrement nouvelle, puisque aujourd'hui encore, on peut avoir des manifestants qui s'inquiètent de la théorie du gender. C'est entre guillemets, puisque aucun de ces termes n'est le mien. Mais cette théorie du gender, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, c'est étranger. C'est pas de chez nous. Or, il me semble qu'il est intéressant de réfléchir au fait que les concepts, ils sont produits dans des contextes particuliers, mais que néanmoins, ils peuvent être utilisés dans d'autres contextes. Je crois que c'est toujours vrai des concepts ils voyagent. Ils voyagent dans le temps et ils voyagent dans l'espace. Ce sont des questions qui ont pu être posées, par exemple, pour le marxisme. Dans quelle mesure le marxisme, qui a été construit dans un espace historique particulier, pouvait-il se déployer dans des situations sociales tout à fait différentes? Eh bien, il en va de même du genre. Est-ce qu'on peut faire voyager le genre, le faire voyager dans le temps, c'est-à-dire s'en servir à des générations différentes alors que les contextes sociaux ont varié? Est-ce qu'on peut s'en servir dans des espaces géopolitiques différents? C'est un enjeu qui, je crois, est très important. Et pour ma part, je fais l'hypothèse que oui, ça voyage, et que du coup, il est intéressant à la fois de ne pas enfermer les concepts, en l'occurrence celui de genre, dans leur contexte originel, mais en même temps, il est important de penser les contextes dans lesquels ils se déploient. Donc il faut à la fois faire bouger, voyager les choses, et en même temps, ne pas faire abstraction des contextes. C'est tout l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure
mon choix de m'intéresser d'abord aux États-Unis comme une sorte de résistance à l'idée que les États-Unis ne pourraient pas être étudiés d'en bas, c'est-à-dire d'un point de vue français, il me semble que c'est la même question, c'est comment on peut penser les concepts qui voyagent sans pour autant être en quelque sorte, comme le disaient Pierre Bourdieu et Loïc Vacan dans un article à la fin des années 1990 dans Actes de la recherche en sciences sociales, qui parlait de ruse de la raison impérialiste, donc sans être en quelque sorte l'instrument d'un impérialisme états-unien qui exporterait non seulement ses catégories dominantes en matière d'économie, mais aussi ces catégories dominées, c'est-à-dire les catégories critiques en matière de genre, de sexualité, de race, etc. Donc, penser les contextes et en même temps penser le fait qu'on peut retrouver dans des contextes différents, donc avec des significations différentes, les mêmes concepts. Donc, en quoi me paraissait-il important de penser en termes de genre ? Eh bien, c'était à un moment où en France, le langage principal, lorsqu'on s'intéressait à ces questions, ce qui était plutôt rare, c'était celui des rapports sociaux de sexe. Et les rapports sociaux de sexe, c'est très important et très utile parce que ça permet de penser effectivement les rapports de domination. Mais il me semble que le genre apporte quelques éléments complémentaires qui ne sont pas véritablement pris en compte lorsqu'on parle de rapports sociaux de sexe. En particulier, lorsqu'on parle de rapports sociaux de sexe, on présume qu'on sait de qui on parle. C'est-à-dire, on présume qu'on sait qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Du coup, la question de savoir de qui on parle, qu'est-ce que ça veut dire les hommes et qu'est-ce que ça veut dire les femmes, n'est pas un objet de discussion. Ce qui est un objet de discussion, c'est les rôles qui vont être assignés aux unes et aux autres. Par exemple, à travers le travail domestique. Et donc, évidemment, c'est très important. Et ça a des effets économiques très importants. Donc, c'est un outil très puissant, me semble-t-il, lorsqu'on pense en termes de rapports sociaux de sexe. En revanche, il me semble que ça valide en quelque sorte l'idée qu'on sait quand même bien qui est un homme, qui est une femme, et ce que ça veut dire. Deuxièmement, une autre raison pour laquelle le concept de genre me paraît utile, pour reprendre le terme de John Scott, c'est qu'il ne sert pas seulement, à la différence des rapports sociaux de sexe, à penser les rapports entre les sexes. Non seulement, bien sûr, parce que, comme on l'a beaucoup dit, ça parle aussi de sexualité, mais aussi pour une autre raison, enfin qui en est le prolongement, c'est que, et je reprends là aussi la deuxième partie de la définition proposée par l'historienne John Scott, c'est un langage privilégié pour signifier les rapports de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un langage privilégié pour signifier les rapports de pouvoir? Ça veut dire que ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, mais ça peut servir à parler d'autre chose. Je vais vous donner un exemple que j'ai toujours trouvé plaisant. J'espère qu'il le sera pour vous aussi. Au moment où les États-Unis, au début des années 2000, s'apprêtent à engager la guerre en Irak et où la France, incarnée par Dominique de Villepin, semble résister à cette tentation guerrière, eh bien, les néoconservateurs aux États-Unis insistent sur le fait qu'il y aurait des différences fondamentales entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier Robert Kagan, qui est un néoconservateur dans un think tank américain, propose un texte qui sera repris en première page du Monde, expliquant que les Américains sont de Mars et que les Européens sont de Vénus. Vous le comprenez bien, si les Américains sont de Mars et les Européens de Vénus, ça veut dire que les Américains sont aux Européens ce que les hommes sont aux femmes. Donc ça dit quand même clairement que le genre, ça peut parler là, par exemple, de relations internationales. Mais ça peut parler de toutes sortes d'autres choses. Ça peut parler des rapports entre les classes. On sait bien que l'idée que les classes populaires ont une virilité problématique est un enjeu dans les rapports entre les classes. Mais d'ailleurs, à l'inverse, on sait que les classes populaires peuvent porter un doute sur la virilité de la bourgeoisie. Dans certains contextes historiques, ça peut être variable. Mais vous voyez bien que l'idée qu'on va penser les rapports de classe à partir du genre, c'est quelque chose qui joue constamment.
Donc c'est vrai des rapports de classe, c'est vrai aussi des rapports de race, terme bien entendu, enfin je ne vais pas le développer, mais que je n'utilise pas en un sens biologique, mais de même que les rapports de sexe ne sont pas pensés à partir de la biologie, mais à partir de leur construction sociale. Donc les rapports de race peuvent être également pensés, si vous prenez le travail d'Elsa Dorlin, ma collègue aujourd'hui à Paris 8, sur la matrice de la race, elle montre combien la nation s'est construite inséparablement par une production de la différence des sexes et par une production de la différence raciale comme principe de domination dans les deux cas. Et donc la politique du corps est une politique qui se déploie simultanément dans ces deux registres. Donc, parler de genre, c'est une manière de voir combien les questions sexuelles ne sont pas seulement un domaine à part. Puisque c'est un langage privilégié pour signifier les rapports de pouvoir, ça permet de parler de beaucoup d'autres choses. Et quand je dis ça permet d'en parler, ce n'est pas simplement les sociologues ou les anthropologues ou les politistes ou les philosophes qui en parlent, c'est la société qui en parle. La société s'empare constamment du genre pour produire des langages qui vont assigner des positions, qui vont donc fabriquer de l'inégalité, qui vont construire des rapports de pouvoir. Donc le genre, me semble-t-il, c'est ce qui était difficile à penser dans le contexte français au début des années 90. Pourquoi ? Précisément parce qu'il y avait une volonté, par contraste avec l'Amérique, il y avait une volonté de dépolitiser les questions sexuelles. Ce qui me paraissait intéressant, c'était au contraire d'expliciter la politisation des relations entre les sexes, mais aussi plus généralement des questions sexuelles, c'est-à-dire pas seulement des questions de genre, mais aussi des questions de sexualité. Donc voilà, si vous voulez, pour le premier moment de cette autobiographie historico-intellectuelle, c'est-à-dire dans quel contexte j'ai pu être amené à m'intéresser à ces questions de genre. Et vous voyez que ce qui fait, par exemple, aujourd'hui, tout le débat dans l'espace public, à savoir à quel point c'est naturel ou pas, la biologie, etc., est complètement absent de tout le récit que je viens de vous faire. Donc la question de savoir quelles sont les questions qu'on se pose, eh bien, ça dépend des contextes. Et en particulier, la question du rapport à la biologie, elle avait disparu dans les années 80 et 90 des études de genre. Elle avait été posée tout au départ, dans les années 70. Elle est revenue dans les années 2000, à bien des égards, mais elle était considérée comme non pertinente, puisque le genre intéressait en particulier du point de vue des sciences humaines et sociales et du droit, etc. Et donc le rapport à la biologie était une question qui paraissait dépassée, me semble-t-il, dans les années 90 et qui a repris une actualité, y compris intellectuelle, ensuite. Donc voilà pour ce premier moment et pour l'usage du concept de genre. L'usage du concept de genre, donc, qui servait pas simplement à dénaturaliser la différence des sexes, mais surtout à expliciter combien la différence des sexes ne pouvait pas être pensée indépendamment des rapports de pouvoir, indépendamment des questions politiques. Et c'est en ce sens-là que, vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise beaucoup le terme de question. Question, ça veut dire quoi ? Question sexuelle, raciale, etc. Ça veut dire que ce ne sont pas simplement des faits, ce sont des faits qui sont politisés en même temps que publicisés, et c'est à cela que je m'intéresse. Alors, deuxième concept et deuxième temps de cette présentation, autour de la démocratie sexuelle, et donc dans un troisième temps, j'essaierai de montrer comment ce concept lui-même, que j'ai essayé de développer, j'ai toujours essayé de le penser comme problématique et pas simplement comme un concept qui irait de soi en quelque sorte. Alors pourquoi parler de démocratie sexuelle ? Eh bien c'est dans un contexte, enfin j'ai été amené à proposer ce terme, dans un contexte qui est celui des batailles autour du Pax. Donc c'est à l'issue des batailles autour du Pax que j'ai pour la première fois essayé d'utiliser ces termes, et j'ai ensuite, depuis maintenant une dizaine d'années, essayé de le faire travailler. Démocratie sexuelle, ça veut dire quoi ? Avant de vous donner une définition, je vais vous dire pourquoi. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il est utile de savoir pourquoi on se pose des questions, pourquoi j'ai été amené à proposer ces termes. Ce qui m'a beaucoup frappé à la fin des années 1990, dans les débats sur le Pax, c'était les passions qui se sont déchaînées.
et en particulier l'hostilité au Pax. Si vous n'avez pas vécu cet épisode, vous en avez une idée grâce au récent épisode du mariage pour tous. Ça vous permet de voir un peu l'ambiance qui était certes quelque peu différente, et je me suis beaucoup intéressé aux différences entre les deux, mais malgré tout, vous pouvez imaginer que la virulence à la fin des années 90 n'était pas moindre, puisque le soutien pour l'égalité des droits était beaucoup plus rare à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ça m'intéressait, outre mon engagement en tant que citoyen pour l'égalité des droits, mais en tant que sociologue, la raison pour laquelle ça m'intéressait, c'est que je ne l'avais pas attendu. C'est-à-dire que je travaillais justement sur les États-Unis où je savais la virulence de l'opposition à la revendication de l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, que j'avais étudié au début des années 1990. Et en France, on voyait une certaine indifférence à ces questions jusqu'à ce que le débat se déploie en 1997. Donc j'imaginais qu'il y avait de fait des différences de contexte sociaux, culturels, historiques qui feraient qu'en France, cette question, elle laisserait largement indifférent, alors qu'aux États-Unis, pour des raisons que je ne cernais pas bien, il y avait des passions très fortes. Or, ça n'a pas été le cas. Les passions ont été tout aussi fortes en France qu'aux États-Unis. Je ne reviens pas sur tous les épisodes, mais les manifestations étaient déjà importantes, les insultes étaient nombreuses, etc., etc. La question qui se posait donc pour moi, c'est mais au fond, pourquoi tant de passion? On aurait pu imaginer que le mariage, finalement, ne passionne pas les foules. Que les homosexuels, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et en plus des homosexuels qui veulent se marier, ça fait encore moins. Donc on aurait pu imaginer que ce n'était pas une grosse affaire. Manifestement, si on imaginait ça, ce qui était un peu mon cas, bien que j'ai participé à ce débat, eh bien on avait tort, c'était une grosse affaire. Et non seulement c'était une grosse affaire en France, mais on va y revenir, c'est une grosse affaire internationale. Et donc la question qui s'est posée pour moi, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pose problème. Et en France, il est apparu très rapidement, me semble-t-il, que c'était la question de la filiation. J'avais co-dirigé un ouvrage, Au-delà du Pax, dont le titre, alors même que l'ouvrage a été publié en même temps que la loi était votée et que les colloques qui l'avaient précédé, donc avaient précédé le vote de la loi, disaient bien qu'on se plaçait au-delà de ce qui étaient les termes officiels de la loi, à savoir la conjugalité, parce que tout le monde savait bien que l'enjeu réel, c'était la filiation. Donc je n'entre pas dans la question de savoir qui avait raison, qui avait tort, etc. Mais simplement, accordez-moi que la filiation a été le cœur de la controverse, et je crois qu'elle l'est toujours en France aujourd'hui. Le mariage, tout le monde s'en fichait un peu, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais la bataille, elle était autour de la filiation. En revanche, aux États-Unis, ça n'était pas le cas. Aux États-Unis, il y avait au contraire une certaine indifférence à la question du mariage, une certaine indifférence à la question de la filiation et une véritable sacralisation du mariage. Cette sacralisation du mariage, je ne vais pas la développer, mais elle se voit à la fois dans les argumentaires qui sont utilisés, dans l'idée que la loi fédérale de 1996 s'appelle la Defense of Marriage Act, donc la défense du mariage, ce qui n'était pas les termes qui prévalaient à la fin des années 70 où on disait « Save our children ». Donc à cette époque-là, c'était beaucoup plus la question des enfants. Et il y a beaucoup d'autres éléments. Moi, je me suis intéressé, par exemple, au développement d'un rituel très important dans la société états-unienne à partir des années 1980 et qui s'est encore développé dans les années 1990 et que toutes et tous, vous connaissez grâce à la diffusion de la télévision et du cinéma, à savoir la demande en mariage. Donc le développement de ce rituel fondamental dans la vie états-unienne depuis les années 1980, il me semble qu'il participe de ce qui est une sacralisation du mariage. Mais du coup, si on pouvait penser sacralisation du mariage, sachant que ça ne renvoyait pas à une culture catholique qui constituerait le mariage en sacrement, puisque la culture catholique n'est pas principale aux États-Unis, ça renvoyait à tout à fait autre chose, à une histoire sociale. Et en France, il y avait une sacralisation symétrique de la filiation. Je ne vais pas entrer dans la question de savoir pourquoi c'est le mariage et la filiation d'un côté, mais simplement ce que je veux retenir, c'est le terme de sacralisation. Sacralisation, ça veut dire quoi ? Dans l'usage que je fais de ce terme, en tout cas, ça veut dire qu'il
il y a des choses auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Elles sont sacrées. Et on n'a pas le droit d'y toucher, ça veut dire qu'elles ne sont pas un objet de délibération démocratique. Elles ne sont pas ouvertes à la discussion. C'était l'argument qui était utilisé par beaucoup de gens, quitte à se réclamer de l'anthropologie, des fondements anthropologiques de la culture. Par exemple, la sociologue Irène Théry avait utilisé cet argument, mais aussi au passage, brièvement, Françoise Héritier à l'époque, et d'autres après elle, s'étaient inspirés soit de l'anthropologie, soit du droit dogmatique, c'est son terme, hein, de Pierre Legendre, etc., etc., qui lui-même avait eu des déclarations tonitruantes d'homophobie, puisqu'il avait parlé il a fait la comparaison avec le nazisme qui paraissait emporter un peu le pompon de l'emphase rhétorique. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, ça voulait dire que donc, le débat sur le Pacs était le révélateur, en même temps qu'il contribuait à produire, le révélateur de ce qui ne devait pas être remis en cause, donc de ce qui était considéré comme sacré dans des sociétés qui pourtant ne revendiquaient pas d'être définies par le sacré. Donc c'est cela qui m'intéressait, c'était la tension entre le fait qu'on nous dit nous sommes en démocratie, donc on peut très bien discuter des choses, on peut être pour, on peut être contre, c'est une question de valeur qui s'oppose. Mais là on nous disait non, non, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question qui transcende le débat démocratique. Donc l'opposition à l'ouverture de la filiation en France ou bien à l'ouverture du mariage aux États-Unis me paraissaient les révélateurs de quelque chose qui était défini comme transcendant, transcendant l'histoire, transcendant la culture, transcendant la politique et donc transcendant la démocratie. Donc le terme de démocratie sexuelle, il m'a été utile pour penser cela, c'est-à-dire le fait que dans des sociétés qui revendiquent d'être démocratiques au sens où elles définiraient elles-mêmes de manière immanente leurs règles, leurs lois, leurs normes, c'est-à-dire qu'elles s'auto-définiraient, eh bien ces sociétés démocratiques en même temps disent bien sûr, mais quand même pas tout. Bien sûr, nous pouvons discuter de ceci et de cela, mais on ne peut pas tout remettre en cause. Il doit y avoir des points fixes dans un univers dont nous reconnaissons bien volontiers qu'il est historique. Je vous citais l'exemple de ma collègue sociologue Irène Théry. Ce qui était tout à fait remarquable, c'est que son opposition à l'époque, elle a changé depuis, mais son opposition à l'ouverture des droits était fondée sur la crainte que le Pacs n'ouvre la porte à l'égalité des droits en matière de filiation, ce qu'elle dénonçait fortement en parlant de conception bouchère de la filiation, etc. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et c'est en cela que c'était intéressant, c'est que c'était une sociologue de gauche. Une sociologue de gauche, c'est-à-dire qui n'était pas conservatrice, qui disait que, en fait, c'est une sociologue de la famille qui parlait du fait que la famille, ça change. Elle avait en particulier été la sociologue du démariage, mais le démariage signifiant la privatisation du mariage, mais aussi la sociologue du divorce, la sociologue des familles recomposées et des remariages, bref, d'une conception progressiste de la famille. Et donc, ce qui me paraissait intéressant, au-delà de mon désaccord idéologique avec elle, mais d'un point de vue d'analyse de ce qui se passait, c'était l'idée qu'on pouvait être progressiste, c'est-à-dire dire, certes, il y a des gens qui ne se marient pas, certes, il y a des gens qui divorcent, certes, il y en a qui se remarient, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est ça qui résumait une position progressiste en matière de sociologie de la famille. Et en même temps dire, oui, mais il y a quand même des choses auxquelles on n'a pas le droit de toucher, et en l'occurrence, c'est la filiation. C'est ce que je décrivais de manière polémique comme une gauche conservatrice, c'est-à-dire ou un progressisme conservateur. Mais en même temps, c'est pour marquer l'idée qu'on peut dire tout est démocratique, mais quand même pas tout. C'est-à-dire tout est sujet à délibération, mais il y a quand même des exceptions. Et c'est cette position-là qui me paraissait intéressante, et c'est là que la comparaison entre la France et les États-Unis m'était utile, parce qu'elle permettait de penser que deux sociétés démocratiques peuvent constituer des objets différents
le mariage d'un côté, la filiation de l'autre comme sacré, soustrait au débat démocratique, mais néanmoins, ce sont des objets différents, mais quand même, c'est du côté du sexuel que ça se joue. Les questions sexuelles sont le domaine problématique par excellence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est réputé être naturel. C'est-à-dire que on le voit bien dans les discussions, lorsqu'on dit ça ne doit pas changer, on dit c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est inscrit dans la nature des choses. Et cette nature, elle prend très vite une coloration biologique. Donc l'idée que la différence des sexes, quand même, vous voyez bien, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Tout ça, il y a une sorte d'évidence qui est inscrite dans les corps. Eh bien, ça explique, me semble-t-il, pourquoi les questions sexuelles ont pu être un enjeu démocratique par excellence. Et ça m'intéressait, puisqu'il me semble que la philosophie politique a plutôt insisté, depuis le XVIIIe siècle, sur l'idée que, selon une logique qui est centrale dans le libéralisme, qu'il y a deux sphères, et que les questions sexuelles, elles sont reléguées en quelque sorte dans la sphère privée. Donc on aurait pu penser, depuis le XVIIIe siècle, que les questions sexuelles étaient en dehors du jeu démocratique. La preuve, on avait pu exclure les femmes du suffrage en considérant que c'était quand même des démocraties. C'est ce qu'on a pensé au moment de la Révolution américaine, au moment de la Révolution française, qu'on a continué de penser pendant très longtemps, puisque c'est seulement au XXe siècle que ces deux pays, mais on pourrait le prendre d'autres exemples, ont ouvert le suffrage aux femmes. Donc on pouvait considérer que, oui, non, mais les questions sexuelles, c'est très très important, mais c'est en dehors de la question démocratique. Or aujourd'hui, il me semble qu'on a un renversement complet, c'est que les questions sexuelles sont les questions démocratiques par excellence. Je ne veux pas dire, bien entendu, que ce soit plus important en soi, mais pourquoi y a-t-il de telles mobilisations un peu partout dans le monde autour des questions de genre, autour des questions de sexualité? C'est parce que ces questions, elles posent problème à la démocratie, puisqu'elles posent la question de savoir s'il y a des limites à cette définition de la démocratie, c'est-à-dire une société qui prétend se définir elle-même de manière immanente ses règles, ses lois, ses normes. Non pas invoquer une autorité transcendante, qui pourrait être Dieu, ou qui pourrait être la tradition, ou qui pourrait même être la science, ou qui pourrait être encore la nature. Donc non pas invoquer une autorité transcendante qui échapperait à notre définition, mais dire c'est nous. Et je crois que si les questions sexuelles sont des enjeux de bataille très forts un peu partout dans le monde, et non seulement en France, mais pour des institutions telles que les institutions religieuses, et je vais y revenir tout de suite, c'est précisément parce que la question est celle de savoir s'il y a ou pas du transcendant dans la définition des sociétés démocratiques. Alors j'arrive effectivement à la question religieuse. On a bien vu en France récemment combien les religions établies étaient particulièrement soucieuses de combattre les revendications d'ouverture du mariage et de la filiation aux couples de même sexe. Et c'est ce qui permet de faire le lien avec les controverses sur ce qu'on a appelé dans le débat public la théorie du genre. Ce terme n'a aucun sens du point de vue des études de genre, puisqu'il n'y a pas la théorie du genre, il y a des théories du genre. Tout le monde ne dit pas la même chose depuis le début. C'est un champ d'études, et donc dans un champ d'études, eh bien, tout le monde se bat pour redéfinir les termes avec lesquels on parle. Donc le mot genre ne veut pas dire la même chose chez les unes et chez les autres, donc il n'y a pas la théorie du genre. C'est la caractéristique d'un champ. En termes sociologiques, c'est que tout le monde ne dit pas la même chose, et c'est une des caractéristiques des études féministes que ce sont des gens, en général des femmes, mais pas uniquement, je fais partie de ce champ, comme d'autres bien sûr. Les études féministes, c'est un champ d'affrontement entre des conceptions différentes. Il n'y a pas une définition univoque de quoi que ce soit. C'est un lieu où s'affrontent des visions, des choses différentes. Donc il n'y a pas un bloc monolithique qui serait la théorie du genre, auquel s'opposeraient les adversaires de la théorie du genre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, en tout cas en France, l'importance d'une mobilisation religieuse sur ces questions. Alors pourquoi? Eh bien, il me semble que c'est pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que les institutions religieuses ont raison, de leur point de vue, de se mobiliser sur ces questions, dès lors que ça touche précisément à la question de la transcendance. C'est-à-dire à la place d'autorités transcendant
la sphère démocratique dans les sociétés démocratiques. Donc je crois que, en particulier, le Vatican, qui a joué un rôle important dans cette affaire, bien au-delà de la France, en prenant conscience dès 1995, à l'occasion de la conférence de l'ONU sur les femmes à Pékin, de l'importance de ce qui était, de son point de vue, une menace autour du terme de genre, le Vatican ne s'y est pas trompé. C'est-à-dire qu'effectivement, si on commence à dire qu'on parle en termes de genre, eh bien, on présuppose que la différence des sexes n'est pas fixée une fois pour toutes, que nous la redéfinissons, que nous lui donnons un sens différent, que nous la faisons fonctionner de manière différente selon les sociétés et selon les moments, et que donc nous pouvons la remodeler. Alors ça a des conséquences pour l'institution catholique, dont vous savez qu'elle est fondée en particulier sur l'exclusion des femmes d'une part et sur le célibat des prêtres d'autre part. C'est donc un enjeu ecclésial très important, mais c'est aussi un enjeu pastoral très important, puisque aujourd'hui, le nouveau pape semble se poser des questions en la matière, mais en particulier, depuis les années 1990, le Vatican a investi beaucoup dans une bataille politique autour de tout ce qui touche aux questions sexuelles, qu'il s'agisse de sa campagne, pour ne pas dire croisade, contre la théorie du genre, ou qu'il s'agisse de ses mobilisations proprement politiques contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, pesant par exemple sur les élus en leur disant d'intervenir au nom de la religion dans l'espace public, etc., en Italie et ailleurs. Donc je crois que c'est à juste titre que l'Église catholique, mais elle n'est pas la seule, les religions ont été amenées à jouer un rôle très important en France et ailleurs dans ces débats, avec des variantes qui tiennent aux contextes historiques, je n'entre pas là-dedans. Donc ce concept de démocratie sexuelle, il me semble qu'il permet d'éclairer cette présence inhabituelle dans une société comme la société française de la religion dans le débat public concernant les questions sexuelles. On avait tendance à penser que l'Église n'avait plus son mot à dire dans l'espace public. On a vu récemment que manifestement, ça n'était pas le cas. Or, je crois que ça tient précisément à la nature des débats qui sont engagés. Alors, j'accélère un petit peu pour respecter le temps et mes interlocutrices et interlocuteurs. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est intéressant pour penser non seulement la France, mais aussi les États-Unis, mais aussi plus largement, et c'est là que l'exemple du mariage gay, pour dire ça comme ça, est intéressant, pour penser quelque chose qui s'est internationalisé. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le débat sur la reconnaissance ou pas de droits pour les couples de même sexe et pour les familles homoparentales, c'est un débat qui n'est pas seulement en France et aux États-Unis. On a de plus en plus de pays et on a une sorte de carte du mariage gay qui ne cesse de s'étendre depuis quelques années. Le premier pays ayant ouvert les droits étant les Pays-Bas en 2001 et depuis lors, on en est à une quinzaine de pays. J'avoue que je ne sais même plus puisque en fait ça change tous les 3 mois selon qu'on a inclus tel pays, que ça a été complètement ratifié ou pas, ou etc. Mais ça veut dire qu'il y a un nombre non négligeable de pays sur plusieurs continents, c'est-à-dire principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique, avec en particulier l'Afrique du Sud, et aussi de plus en plus en Amérique latine. Donc on a un ensemble de pays qui posent ces questions. Donc ça me paraît intéressant parce que on voit bien que ça a à voir avec la définition de la démocratie, y compris dans des pays qui ne sont pas connus comme les plus progressistes. Un pays, enfin, ça n'est pas désobligeant de le dire, hein, c'est un pays où je vais régulièrement, mais la Colombie, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que c'est un pays où la question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe est déjà posée depuis des années, alors même que c'est un pays, comme la plupart des pays en Amérique latine, où la question de l'avortement n'est toujours pas posée. Donc on a une différence de ce point de vue-là entre la nature des débats qui peuvent être en Amérique latine et en Europe. Donc parler de démocratie sexuelle, ça permettait de parler d'un pays en particulier, la France, puis d'un deuxième pays, les États-Unis, mais aussi de ce qui était en train de se jouer, c'est-à-dire de combien la question sexuelle ou les questions sexuelles devenaient des emblèmes de la modernité démocratique.
Et du coup, et je vais traiter de cette dernière partie plus rapidement, et il y a beaucoup de points que j'ai laissés de côté, donc si vous voulez, on pourra y revenir dans la discussion, mais dans ma définition même de la démocratie sexuelle, sur le statut de la liberté, de l'égalité et tout ça, j'ai laissé ça de côté, je pourrais y revenir si vous voulez. Mais pour essayer de finir dans les temps, donc le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui de cette internationalisation et de la géopolitique du genre et de la géopolitique du mariage, on va dire du mariage gay, pour ne pas utiliser l'expression française de mariage pour tous, mais évidemment, mariage gay pose aussi des problèmes, en fait, de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Donc, je voudrais parler de cette question parce que ce qui s'est passé dans les années 2000, et donc c'est le troisième temps, après vous avoir parlé surtout des années 90, puis de la fin des années 90 et du début des années 2000, maintenant je voudrais vous parler de ce qui s'est déployé, disons depuis 2001 justement, si on prend comme point de repère non seulement le début du mariage gay aux Pays-Bas, mais aussi évidemment le 11 septembre. On a vu par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la décision des États-Unis d'aller faire la guerre en Irak, mais on a vu aussi que l'idée d'aller en Afghanistan avait pu être justifiée par l'épouse de George Bush en termes féministes, alors qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors une conscience féministe exacerbée, et que ce n'est pas à ce titre principalement qu'elle s'était fait connaître du public, mais c'était avec l'idée qu'il fallait libérer les femmes afghanes, que Laura Bush avait donc justifié l'intervention américaine en Afghanistan. Et on a vu ce genre d'argument se développer de manière très importante dans les années 2000, d'une part dans la politique internationale, ça c'est en particulier ce qui a pu être utilisé aux États-Unis, mais aussi dans les politiques nationales, et là je développerai brièvement ce qui s'est passé en France et en Europe autour des politiques d'immigration. Aux États-Unis, c'était davantage dans une logique qu'on pourrait proprement appeler impérialiste, c'est-à-dire d'expansion, alors qu'en Europe, c'était plutôt dans le contexte de l'Europe forteresse, c'est-à-dire plutôt dans une logique où il s'agissait de contenir l'immigration, que les questions sexuelles ont été utilisées. L'exemple le plus clair, c'est précisément les Pays-Bas. Je m'y suis intéressé. Aux Pays-Bas, on s'aperçoit qu'apparaît, dès le début des années 2000, une figure haute en couleur, Pim Fortuyn, qui sera assassiné et qui incarne une combinaison relativement nouvelle d'un populisme d'extrême droite et avec un affichage d'homosexualité flamboyante. Cette conjonction était jusqu'alors improbable parce que le nationalisme, historiquement, a été bien davantage, en même temps que misogyne et sexiste, il a été bien davantage antisémite et aussi homophobe. Mais dans les années 2000, on voit se reconfigurer les nationalismes, en particulier en Europe, avec l'idée que les nationalismes auraient partie liée avec la modernité sexuelle, et que donc, en particulier, comme l'expliquait avec une élégance certaine Pim Fortuyn, qu'il était contre les imams parce qu'il voulait pouvoir baiser des garçons marocains. Et donc, on voit bien l'utilisation de la rhétorique de l'égalité et de la liberté dans un contexte qui est un contexte lié à la xénophobie et au racisme, qui prennent une importance considérable dans l'Europe des années 2000. C'est ce qu'on verra, par exemple, pendant la campagne présidentielle de 2007, lorsque Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez peut-être, va proposer la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, un geste décisif qui va lui rallier une partie importante de l'extrême droite et qui va faire basculer en quelque sorte la campagne sur ces thèmes. Comment justifie-t-il à l'époque ce choix de l'immigration et de l'identité nationale, alors même qu'il est attaqué par certains, par beaucoup, qui disent, et en particulier du côté des historiens, que cela rappelle des souvenirs désagréables? Eh bien, sa réponse, c'est que ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien à voir avec l'ethnicité, puisqu'il s'agit de valeurs républicaines. L'identité nationale, ce serait la République. Mais qu'est-ce que c'est que la République? Et le seul exemple qu'il donne dans son spot de campagne qui est passé et repassé à la télévision française, c'est le fait qu'en France, les femmes sont libres.
Et les femmes sont libres de travailler, elles sont libres de divorcer, etc. Et il ajoute même, ce qui m'avait beaucoup frappé, et d'autant plus que ça ne semblait pas frapper beaucoup de monde, qu'il disait, au cœur de cette définition de l'identité nationale, la liberté d'avorter. Le droit d'avorter qui faisait partie de l'identité nationale, dans un renversement historique, puisque jusqu'alors, la droite française ne s'était pas principalement signalée par cette conception de l'identité nationale. Donc, ce qui m'intéresse, et là je vais très vite, c'est combien les questions de liberté sexuelle, les questions d'égalité sexuelle ont pu être mobilisées à des fins qui n'étaient pas celles pour lesquelles certaines d'entre nous les avaient mobilisées. Donc il y avait une sorte de contradiction qui, je crois, a joué un rôle très important pour beaucoup de gens impliqués dans ces combats, y compris en essayant de les penser, mais d'abord en étant politiquement investi dans ces combats, c'est comment faire en sorte qu'on puisse simultanément défendre les droits des minorités sexuelles, y compris les femmes, au sens où la minorité n'est pas statistique, mais elle est définie par les rapports de pouvoir, et les minorités ethniques ou raciales, comment ne pas opposer les unes aux autres, comment ne pas être condamné à choisir, ce que je proposais de résumer par la formule suivante. On nous demande de choisir qui est-ce que vous préférez, les femmes et les homosexuels, ou bien les noirs et les musulmans. Et il me semble que c'est ça qu'on nous a demandé de choisir depuis une bonne dizaine d'années. Et du coup, pour celles et ceux qui n'avaient pas envie d'entrer dans des alternatives aussi ridicules, aussi dangereuses, aussi problématiques, eh bien, il s'agissait de trouver des manières de parler de tout ça sans être instrumentalisé à son corps défendant dans des logiques qu'on pouvait trouver racistes ou xénophobes. Alors, j'évoque très brièvement ce contexte, mais je pense qu'il est important parce que, en fait, je vous le disais tout à l'heure, les questions sexuelles, si on les pense au prisme du genre, ça permet de voir que ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, mais ça parle de tous les rapports de pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas surprenant que ça puisse être utilisé pour penser aussi les rapports à l'immigration, pour penser les rapports à la guerre contre le terrorisme, etc. Ça peut servir à ça aussi. Je vous donnais un exemple tout à l'heure qui était pris dans les relations internationales, et je crois qu'il est important de le savoir. Simplement, la question est de savoir quel usage on fait de ces notions. Est-ce que c'est un usage normatif ou est-ce que c'est un usage critique ? Et je terminerai là-dessus parce que je crois que c'est ça l'ambiguïté de tous ces concepts. C'est une ambiguïté qui n'a rien d'accidentel, me semble-t-il, qui est constitutive de chacun de ces concepts. Je crois d'ailleurs, pour ma part, qu'on pourrait dire la même chose de tous les concepts. Ils peuvent servir à une chose et à son contraire. Et en particulier, ils peuvent avoir des usages critiques ou ils peuvent avoir des usages normatifs. Pour le dire autrement, ce que j'avais essayé de développer dans un article publié aux États-Unis, ce sont des armes, mais ce sont toujours des armes à double tranchant. Alors c'est vrai du genre. Le genre, c'est ce qui a pu être approprié par les féministes comme un outil critique pour contester l'évidence de l'ordre des choses. Donc c'est une manière de dénaturaliser le monde, non pas tant en disant le monde n'est pas naturel, mais en disant il est social. C'est-à-dire ce qui est n'est pas nécessairement. Donc nous avons une prise sur le monde, nous pouvons espérer le changer. Ça, c'est l'usage critique du genre. Mais on voit bien que dans les années 2000, on a pu voir une sorte de banalisation que souligne d'ailleurs John Scott, une banalisation de l'utilisation du genre, une mainstreamisation du genre, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire le fait que le genre, ça peut être une manière simplement de dire qu'il y a des hommes et des femmes. Et si c'est pour dire qu'il y a des hommes et des femmes, vous conviendrez avec moi que ça n'est pas exactement un scoop et qu'on n'a pas attendu les études de genre pour savoir ça. Donc en fait, il est très important de se demander, quand on utilise ce concept, est-ce que ça dit quelque chose de plus que ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est véritablement un outil critique? Donc, plus exactement, est-ce que je suis en train de l'utiliser comme un outil critique ou est-ce que je suis simplement en train d'utiliser un langage qui est un peu plus à la mode pour dire la même chose qu'on a toujours dite, à savoir qu'il y a des hommes et des femmes? Donc ça, c'est aujourd'hui, mais il faut bien voir que déjà en amont,
lorsque les féministes se sont appropriés le terme de genre, elles ne l'ont pas inventé, elles l'ont emprunté ou elles l'ont détourné, puisque c'est un vocabulaire qui a été utilisé dès les années 50, donc dans les années 50 et 60, par des psychologues comme John Monnet, par des psychanalystes comme Robert Stoller, donc dans un monde psy qui était lié à la médecine, et en particulier à propos de l'étude et de la clinique, ce qu'on appelait la clinique du genre, c'est-à-dire le traitement de personnes considérées comme anormales du point de vue de la médecine de l'époque, à savoir les personnes trans. On parlait davantage dans le langage psy de transsexualisme, et on disait à l'époque hermaphrodite, on dirait davantage aujourd'hui intersexe, donc les personnes dont le sexe est indéterminé biologiquement à la naissance, qu'on s'en aperçoive à la naissance ou qu'on s'en aperçoive plus tard. Donc, dans les deux cas, ce qui intéressait ces psys, dans toutes les déclinaisons du terme, ce qui intéressait ces psys, c'était d'utiliser le genre pour penser ces situations limites, mais non pas pour remettre en cause les normes de genre. Bien au contraire, pour essayer de faciliter une sorte de remise en ordre de situations désordonnées. Donc pour faire en sorte que ces personnes, entre guillemets, anormales, puissent devenir normales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles se conforment à la norme en matière de genre. Donc ça montre bien que le genre, selon les moments, ça peut servir d'un point de vue normatif pour s'assurer que tout est conforme, ou bien, de manière critique, pour interroger cette conformité, pour faire perdre de leur évidence aux normes. Donc c'était vrai dans le passé, c'est vrai aussi aujourd'hui. Et j'ai essayé de vous montrer la même chose à propos du terme de démocratie sexuelle que j'ai utilisé, même si, à mon sens, il a une fonction critique, parce qu'il permet de penser le statut des questions sexuelles non pas comme des évidences, mais comme des normes susceptibles d'être remises en cause par nous, donc de manière immanente, et non pas comme des réalités imposées de manière transcendante, même si donc, pour ma part, j'essaie d'en faire un usage critique, je ne peux pas ignorer le fait que ces mêmes logiques, elles sont employées à des fins normatives, en considérant que la démocratie, c'est nous, et que donc c'est la raison soit pour exclure d'autres, soit pour leur demander de se conformer à nos attentes normatives. Je vous remercie, et pardon d'avoir été un peu long. Je vous en prie. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai trouvé que c'était très, très clair et très, très stimulant. Moi, j'aurais personnellement 2 ou 3 questions à vous poser, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, je donne la parole à votre répondant pour ouvrir la discussion. Merci beaucoup. C'était très riche. Donc, je vais commencer par 3 pistes de questions, mais j'imagine qu'il y en aura beaucoup d'autres après. En gros, 3 groupes, une première question sur transcendance et démocratie, une deuxième sur le genre comme catégorie critique, et puis et plus largement sur les catégories identitaires, et puis une dernière question sur ça va me revenir. Donc vous êtes revenu sur l'utilisation, dans un contexte français, l'utilisation de la rhétorique républicaine, la rhétorique de la liberté et de l'égalité qui a pris son importance en particulier. Donc vous avez parlé de la création du ministère de l'identité nationale. Et donc oui, voilà, le discours autour de « en France, les femmes sont libres » et plus largement l'instrumentalisation de cette liberté des femmes qui serait faite donc contre des questions raciales. Et vous évoquez par ailleurs la même idée dans votre article « Questions sexuelles, questions raciales, parallèles, tensions et articulations ». À savoir que ce n'est pas tant donc le multiculturalisme qui nuit aux femmes, pour reprendre l'article de Suzanne Malroquin, que le féminisme qui nuirait dans ce contexte-là aux questions ethno-raciales. Et j'aurais voulu... donc vous avez abrégé votre propos là tout à l'heure en disant qu'il s'agissait de sortir de cette alternative-là, et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez développer comment on peut justement simultanément défendre minorités sexuelles et raciales. Voilà. Première question. Je réponds maintenant. Je vais essayer de le faire relativement brièvement parce que, pardon d'être un peu trop long. Effectivement, je crois que la difficulté lorsqu'on essaie de travailler, c'est qu'on ne fabrique pas entièrement les langages dans lesquels on s'exprime.
on emprunte les langages disponibles. Donc, par exemple, pour ma part, au début des années 1990, je trouvais que l'opposition entre républicains et communautaristes était extrêmement malcommode pour formuler ce que j'essayais de comprendre, tant en France qu'aux États-Unis. Donc, j'ai essayé d'utiliser le terme de minorité comme une manière d'échapper à l'alternative, dès lors que les questions minoritaires pouvaient permettre de poser en termes universalistes des questions qui n'étaient pas les questions de tout le monde, mais qui pouvaient toucher tout le monde. C'est un exemple, mais je crois qu'il en va de même là. L'alternative que je rappelais de manière délibérément brutale, vous préférez qui, les unes ou les autres, etc. Cette alternative, elle est très contraignante et donc la question c'est de trouver des tactiques ou des stratégies pour essayer de contourner ça. Donc par exemple, j'avais proposé des illustrations de stratégies différentes, l'une qu'on pourrait appeler de généralisation, que j'empruntais à une association gay et lesbienne en Allemagne au moment où étaient introduites des questions dans les tests d'immigration qui visaient particulièrement les musulmans et où on demandait aux musulmans non seulement est-ce que vous êtes pour le terrorisme, et on pouvait imaginer que s'ils répondaient oui, leur chance d'être acceptés dans le pays était légèrement amoindrie, mais on leur demandait aussi est-ce que vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et il y avait des questions par exemple sur l'homosexualité qui étaient que penseriez-vous d'un homme politique qui sortirait du placard, ou bien que feriez-vous si votre fils vous déclarait qu'il était homosexuel. Et la réponse de certaines associations homosexuelles qui m'avaient enchanté et qui continuent de m'enchanter à chaque fois que j'y repense, était de dire excellente question, il faudrait la poser à tous les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de réserver ces questions sur l'homophobie aux immigrés. Et donc, si on interrogeait tout le monde pour voir, puisque ce sont nos valeurs et puisque nous prétendons qu'elles ont valeur universelle, eh bien, elles devraient être appliquées à toutes et à tous les Allemands. Rappelez-vous d'ailleurs qu'à l'époque, le pape était allemand. Et donc, on imagine de demander au pape que penseriez-vous si votre fils sortait du placard, puisque bien entendu, ce sont des questions hypothétiques. Ni les musulmans ni les papes n'ont toujours des fils. Donc, c'était une stratégie qu'on peut appeler de généralisation, c'est-à-dire, d'accord, prenons au mot votre revendication de démocratie sexuelle, mais simplement appliquons-la à toutes et à tous. Première stratégie. L'inconvénient de cette stratégie, me semble-t-il, même si elle m'enchante, c'est que il est très facile, il est tentant pour ceux qui vont vouloir y résister, de dire oui, mais bien sûr, ça s'applique à tout le monde, mais enfin quand même, eux, ils sont plus homophobes que nous. Eux, ils sont plus sexistes que nous. Et donc, c'est une manière de dire, certes, il y a de l'homophobie chez nous, certes, il y a du sexisme chez nous, mais quand même beaucoup moins que chez eux. De ce point de vue-là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui s'est joué pendant les controverses autour du mariage pour tous et de la manif pour tous, puisque la question s'est posée d'une alliance éventuelle entre la manif pour tous et l'UOIF. En particulier, Brigitte Bardot, regretté, a été, pendant le week-end de Pâques, rendre visite à l'UOIF pour dire nous avons quand même des choses en commun, parlons. Bon, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle a ensuite été écartée de la tête de la Manif pour tous. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est que se pose la question de savoir est-ce que le clivage, il passe autour des questions sexuelles ou est-ce qu'il passe autour des questions raciales? Ça, c'est la stratégie généralisation. Il y a une autre stratégie que je mettais en avant pour ma part et qui m'a beaucoup occupé, qui était de dire, si on nous dit, en France, les femmes sont libres, et en particulier libres de se marier, ce qui serait une des caractéristiques de la culture française, là aussi d'un féminisme tardif, mais après tout, l'enthousiasme des néophytes fait plaisir. Donc, si la France est le pays de la liberté du mariage, très bien, mais il faut souligner que c'est utilisé contre les autres, mais que ça a des effets en retour. Et en particulier, qu'est-ce qui s'est passé depuis des années? Et c'est un point que j'avais essayé de souligner à propos de la politique d'immigration de Nicolas Sarkozy, c'est la lutte contre les mariages binationaux, considérés à juste titre comme la principale source d'immigration, dès lors qu'on considère qu'il s'agit pleinement d'immigration. Et donc, il y a eu toutes ces campagnes sur les mariages gris, les mariages blancs, etc., tous ces mariages de diverses couleurs, dont on pouvait se douter que ça n'était pas sans rapport avec la couleur de peau des gens. Eh bien, quand on voyait ça, il me semblait qu'on avait un effet très direct, c'est-à-dire que, par exemple, ces mariages binationaux avaient baissé d'1 tiers en 2 ans, à la suite de cette politique.
ça disait quelque chose sur le fait qu'on n'était plus tout à fait libre de se marier. Et il y avait beaucoup d'évidences, d'éléments qui venaient le confirmer. On n'était plus tout à fait libre de se marier. Autrement dit, dans ces années-là, il était facile de pointer que en France, les femmes sont libres de se marier à condition qu'elles soient françaises et à condition qu'elles se marient avec un Français. Et ça change un tout petit peu la définition de cette liberté. Donc pointer des contradictions, c'est une autre stratégie qui me paraît importante, c'est-à-dire non pas simplement l'hypocrisie, dire qu'il y a de l'hypocrisie, c'est-à-dire que des gens se découvrent... moi, j'ai été très frappé de voir des gens qui étaient très hostiles au féminisme dans les années 90, d'un seul coup, avoir un amour toujours déjà là pour le féminisme. Donc j'en étais ravi personnellement, mais je me disais, voilà, est-ce que peut-être, si on sondait les reins et les cœurs, etc., mais abstenons-nous. Mais ce qui reste, c'est quand même les contradictions objectives. C'est-à-dire pas simplement l'hypocrisie, mais les effets réels des politiques qui sont menées. Les politiques qui ont été menées récemment au nom de la liberté des femmes ont eu pour effet de minimiser la liberté des femmes. Donc voilà, pour prendre des exemples, je crois qu'il faut essayer de trouver des stratégies pour ne pas tomber dans le piège de l'alternative qui me paraît si violente. Très bien, merci beaucoup. Justement, à propos de ces catégories, donc... critiques, dont vous faites un usage critique, donc des catégories identitaires que vous englobez sous la notion de minorité. Je voulais revenir, ça va être une question peut-être un peu polémique, mais de l'usage normatif ou critique du terme de la notion de genre. J'essaie de la retrouver. Bon, au contraire Suzanne Moller-Hawkins fait un usage autre de la notion de genre, et en particulier dans Justice, genre et famille, elle en appelle à l'élimination de la catégorie du genre, entendue comme le genre qui serait une catégorie discriminante et qui serait appelée à être dépassée parce que, elle a été employée pour mettre en valeur un rapport de pouvoir injuste, et elle en appelle au dépassement de cette catégorie comme profondément injuste. J'aurais voulu savoir si vous pouviez éventuellement développer sur ce rapport aux catégories discriminantes, au genre, à la race comme des catégories discriminantes, certaines théoriciennes qui ont appelé à ce dépassement de ces catégories, ou au contraire donc à l'usage critique, et à l'horizon vers lequel peuvent tendre les usages critiques de ces notions. Il me semble que Hawkins se retrouve sur ce point-là d'accord avec Mackinnon, pourrait-on dire, alors qu'elles ne partent pas du même lieu intellectuel. Mais sur une question qui est que, quand vous lisez Catherine Mackinnon, il y a de la domination partout. La domination est omniprésente. Mais par exemple, quand la question lui avait été posée de savoir si donc les rapports sexuels libres étaient impossibles, elle disait ils sont impossibles étant donné les rapports de domination aujourd'hui. Autrement dit, on pourrait avoir une sorte d'utopie d'un monde affranchi des rapports de domination. Et il me semble que c'est un petit peu la même question, finalement, c'est-à-dire essayons de penser, à partir de cette utopie, d'un effacement du genre, puisque le genre est tout entier traversé par la question de la domination, eh bien essayons de penser un monde où cette question ne serait plus pertinente. Et de même qu'on pourra dire sur les questions raciales, sur les questions, etc. Bon. Ça n'est pas mon approche. Non pas que je sois pour la perpétuation des inégalités de genre, ni pour la perpétuation des inégalités raciales, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas la manière dont je pense à ces questions. Je ne dis pas que ce soit faux, ou etc. C'est une entrée différente. Pour ma part, ce serait plutôt dans une logique foucaldienne. C'est-à-dire que l'un des intérêts que je trouve à la pensée de Michel Foucault, c'est que ça permet de penser des relations de pouvoir en se disant que la contestation des rapports de pouvoir ne veut pas dire qu'on espère en finir avec le pouvoir. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Le pouvoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des relations de pouvoir. Et donc, ce qui est problématique, c'est la domination. Mais c'est pour ça qu'il est utile d'avoir les deux termes pour penser. C'est-à-dire, je ne récuse aucunement le terme de domination. Je pense qu'il faut commencer par là, puisque ce sont des rapports inégaux. Mais il est important en même temps de penser le pouvoir, c'est-à-dire que, en fait, les sujets se constituent dans les rapports de pouvoir. Donc, par exemple, il est difficile d'imaginer ce que ce serait s'il n'y avait aucun rapport de pouvoir dans les rapports entre les sexes. Donc, il me semble que cette utopie, elle peut avoir une efficacité
Donc le terme d'utopie n'est pas négatif, hein, mais en tout cas, ce n'est pas de ça que je parle ou que je pars, parce qu'il me semble que parler en termes de pouvoir pose les questions un peu différemment. D'accord, peut-être pour repréciser un petit peu la question, et puis on passera à une autre, mais je retrouvais la présente. Oui. Bon, je finis sur celle-ci, puis la transcendance et démocratie, peut-être que je la laisserai à quelqu'un d'autre alors. Non, il s'agissait juste du fait que donc, vous semblez promouvoir l'idée de revendication identitaire, minoritaire, et c'est en cela que j'opposais Suzanne Muller-Hockin, qui, elle, au contraire, part du principe que ces catégories-là ne doivent pas... J'utilise pas du tout identitaire. Minoritaire, oui, mais pas identitaire, justement. En tout d'identité. cas, dans mon usage, je ne crois pas que vous m'ayez entendu utiliser ce terme aujourd'hui. Si j'utilise le terme de minorité, c'est précisément pour éviter cette question-là. C'est-à-dire que je ne dis pas que j'ai inventé tout ça, mais simplement, en tout cas, dans mon usage, le terme de minorité est une manière de ne pas dire communauté. La communauté suppose une origine, une culture, une identité partagée. La minorité suppose un traitement en commun. C'est-à-dire que c'est l'expérience de la discrimination qui fait la minorité, c'est l'expérience du rapport inégal, etc. Donc, ce qui m'intéresse, ça n'est pas pour prendre un exemple, dans l'émergence de la question noire en France, ce qui m'intéressait, c'était de la penser non pas en termes de communauté, mais en termes de minorité, parce que, justement, et on l'a vu avec le mouvement noir, le Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, ce qu'il disait, c'était peut-être que certains d'entre nous viennent d'Afrique de l'Ouest, peut-être que d'autres viennent des Antilles et d'autres endroits encore, bien sûr, mais ce que nous avons en commun, c'est l'expérience de nous voir refuser un travail, de nous voir refuser un logement, etc. Donc, nous sommes noirs en ce sens-là, non pas d'une communauté, non pas d'une origine, d'une identité, mais d'une expérience commune. Donc, moi, je suis très... Et y compris pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'interviens sur des questions minoritaires sans prétendre appartenir à une minorité, ce qui est un élément que je dis depuis un certain temps, parce que ce serait plus compliqué si j'étais dans un langage communautaire. Écoutez, je vais supprimer la quasi-totalité de mes questions pour en poser une seule, parce que... Non. Ça a beaucoup avancé dans votre dernier élément de réponse. Je veux savoir si vous faites une distinction entre pouvoir et domination. Il me semble que oui, d'une part, et que d'autre part, c'est difficile à éviter. Si vous faites une distinction, j'aurais deux questions. La première, qui est de savoir pourquoi il doit y avoir du pouvoir dans les relations qui, entre les individus, mettent en jeu leur corps, et qui se déploie en termes de désir et de plaisir. Pourquoi doit-il y avoir du pouvoir ? Voilà, question massive. D'où vient que ces rapports vous apparaissent être nécessairement des rapports de pouvoir et que vous dites qu'au-delà, on entre dans l'espace de l'utopie, éventuellement. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui fait que cette relation de pouvoir qui serait... inscrite dans l'économie générale de la vie ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle dérive en domination ? Alors là-dessus, vous mettez en question les positions du type, si je comprends votre position, vous mettez en question les positions du type Mackinnon ou du type Delphi qui imputent la domination aux hommes, au masculin. À vous expliquer qu'il y a d'autres relations de domination qu'entre hommes et femmes. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'une relation sexuée où il y a du pouvoir prend la forme d'une domination, vis-à-vis de laquelle, me semble-t-il, alors vous utilisez le genre de façon critique. Voilà. Alors, je pourrais le formuler de façon plus complète, mais... Ce sont des questions très faciles, je vous remercie de me les avoir posées. Alors pourquoi y a-t-il du pouvoir ? D'abord, vous avez tout à fait raison, j'utilise explicitement la distinction entre pouvoir et domination. En particulier, je l'ai fait en particulier de manière un peu plus détaillée dans deux textes. L'un sur la question des violences envers les femmes, un texte qui s'appelle Frontières de la violence sexuelle, et l'autre dans un texte qui ne me vaut pas l'approbation entière de Christine Delphi, pour une théorie féministe de la séduction.
Alors, le premier... Enfin, l'enjeu pour moi, c'est d'essayer de penser combien il ne s'agit pas simplement de dire il y a d'un côté la liberté et de l'autre la domination, mais c'est d'essayer de penser qu'une fois qu'on a dit... Enfin, l'avantage de la domination, c'est que ça dit quand même un fait massif, qui est le fait des inégalités structurelles. Donc je ne cherche aucunement à me débarrasser de ce concept qui me paraît fondamental quand on est en train de parler de tout ça. Il faut commencer, me semble-t-il, par dire les rapports de domination. Et il ne faut jamais les oublier, il ne faut pas que ça disparaisse après, etc. Puisque c'est quand même le fait massif. Et c'est vrai dans la domination des rapports de classe, dans les rapports de sexe, dans les rapports raciaux, etc. etc. Ou dans les rapports internationaux, etc. La domination, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il est important de savoir que tout n'est pas symétrique, que tout n'est pas réversible, que tout, etc. Que, voilà. Enfin, c'est une évidence sociale, me semble-t-il, mais il ne faudrait pas se donner des outils intellectuels qui effacent cette évidence sociale. Deuxièmement, je ne refuse aucunement l'expression domination masculine. Je l'utilise régulièrement, etc. Là encore, je pense que, après, ça dépend de ce qu'on veut dire exactement, etc. Bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Y compris, c'est forcément un tout petit peu compliqué quand on est dans le champ des études de genre, en étant soi-même identifié comme un homme. Donc c'est un des éléments aussi auxquels je ne m'aveugle pas à cette dimension-là, qui est problématique, mais après tout, le fait que ce soit problématique amène à se poser des questions. Sur pouvoir et domination, donc il me semble que l'avantage, c'est que la domination, ça permet de penser la violence en particulier, c'est-à-dire des actions sur des corps. Mais Foucault propose de distinguer avec le pouvoir en parlant des actions sur des actions. Et il me semble que les actions sur des actions, ça joue un rôle très important dans notre société, y compris d'ailleurs, alors je distinguais de ce point de vue, disons, la position de Bourdieu sur la domination et la position de Foucault sur le pouvoir. En même temps, même chez Bourdieu, la violence symbolique, ça a beaucoup à voir avec le pouvoir. C'est-à-dire la violence symbolique, c'est une manière d'avoir des actions sur les actions des autres. C'est-à-dire d'arriver à contraindre les autres par corps, mais sans être violent, en quelque sorte. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de les toucher. Il n'y a même pas besoin pour obtenir les mêmes résultats, etc. Donc ça me paraît important de penser le jeu entre les deux, parce que si on pense la domination, eh bien, il devient très difficile de penser comment les sujets se construisent. Et donc c'est la difficulté, me semble-t-il, de Mackinnon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ce fait massif, et encore une fois, incontestable à mes yeux de la domination, si on n'a que ça comme outil pour penser, eh bien, on se retrouve à ne pas avoir grand-chose à dire, si ce n'est que l'aliénation, etc., c'est-à-dire l'impossibilité d'exister en tant que sujet, puisque la domination écrase en quelque sorte. C'est un instrument qui est à la fois entièrement nécessaire, mais si on l'utilise de manière exclusive, qui écrase, me semble-t-il, la réalité des rapports sociaux. Donc je crois que la notion de pouvoir est importante parce qu'elle permet de penser comment il y a du jeu. Et c'est la condition de possibilité, me semble-t-il, pour la politique. C'est-à-dire, s'il n'y a que de la domination, on a beaucoup de mal à comprendre comment il pourrait y avoir des sujets politiques. C'est-à-dire comment le monde peut changer, pour le dire autrement, de manière très, très, très simple et naïve. Or, pour moi, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas simplement de produire des arguments théoriques, c'est d'espérer que de temps en temps, des choses qu'on dit puissent avoir, même de manière marginale, un effet sur le monde et qu'on puisse espérer que des choses changent. Excusez-moi, une question très très brève, et je cède la parole à qui la demande. Est-ce que ce que vous défendez, est-ce que je comprends bien? Si je comprends que cela signifie qu'il y ait du pouvoir dans les relations sexuelles, et, je ne vais pas dire naturel parce que sinon on est mort, mais fait partie de l'économie générale de quelque chose qui se déploie dans les rapports interhumains, et que ça prend la forme d'une domination susceptible d'être soumise à critique, quand le pouvoir se traduit par une mise en question de l'égalité et de la liberté, donc de la démocratie au sens où vous utilisez l'expression de démocratie sexuelle. Est-ce que c'est ça la différence entre le pouvoir dans sa généralité et la domination, si on n'interprète pas en termes de domination exclusivement masculine, ce qui est la thèse de Mackinnon, ce qui est la thèse aussi de Delphi, qui explique toutes les deux que quand il y a de la domination, par exemple dans les relations gays ou lesbiennes, c'est par importation du modèle homme-femme. Mm-hmm. Donc si vous ne faites pas ça, et je crois que vous ne faites pas ça, je pense que vous avez raison, je suis d'accord avec vous, dans ce cas-là,
qu'est-ce qui fait que constater du pouvoir qui prend la forme d'une domination, c'est constater quelque chose qui est susceptible d'être critiqué? Est-ce que la réponse, je peux avoir compris ou pas, c'est que le pouvoir devient critiquable quand il ne respecte pas l'égalité ou la liberté de l'autre? Premièrement, sur l'usage que je fais des termes de liberté et d'égalité, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, parce que j'ai très peu parlé finalement de liberté et d'égalité, mais un des points sur lesquels j'essaie d'insister, c'est le fait que dans ma définition de la démocratie sexuelle, les mots liberté et égalité n'ont pas de définition transcendante. Sinon, il y aurait, me semble-t-il, une incohérence du point de vue de ce que j'essaie de proposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sens qu'on donne au mot liberté est l'enjeu même de la bataille démocratique. Le sens qu'on donne au mot égalité est l'enjeu même de la bataille démocratique. On peut prendre un seul exemple pour l'illustrer, qui est les batailles autour du voile islamique, ou qu'on l'appelle comme on voudra, enfin, vous voyez de quoi je parle. Toutes ces batailles, ce qui me frappe, c'est que d'un côté comme de l'autre, on se réclame des mêmes valeurs démocratiques, de liberté et d'égalité. Donc c'est pas qu'il y a un camp qui serait le camp de la liberté et un camp qui serait qui dirait je ne veux pas de la liberté, etc. En fait, les deux camps vont donner un sens différent au mot liberté ou au mot égalité, etc. Donc il va y avoir constamment des batailles pour dire ah non mais ils disent ou elles disent que c'est de la liberté, mais ça n'en est pas, etc. Parce que ça masque le racisme ou bien parce que ça masque le sexisme, ou etc. etc. Bon. Donc je n'entre pas dans le détail, mais donc j'essaie d'utiliser ces termes comme des enjeux et non pas comme des valeurs transcendantes. Ce sont les enjeux mêmes de la bataille démocratique. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais essayer de répondre à partir d'un exemple qui serait les rapports conjugaux. Les rapports conjugaux hétérosexuels. Puisque c'est un enjeu évidemment important dans la société, que ça passe par le mariage ou pas. Hein, bon. Les rapports conjugaux. Si on est d'accord pour dire que la domination existe, ça veut dire qu'on n'est pas, que ça disparaît pas. Donc c'est de ce point de vue-là, je suis critique, mais c'est pas original, du post-scriptum sur l'amour que donne Bourdieu à la domination masculine, qui dit en gros, il y a de la domination partout, mais de temps en temps, il y a le miracle de l'amour. Bon. Je résume, hein, mais je ne crois pas dénaturer son propos. Bon, il me semble que c'est pas tenable. Donc, à partir de là, on est obligé de se dire, non, mais même dans l'amour, même dans les rapports conjugaux ou amoureux, ou etc., il y a quand même de la domination. Simplement, une fois qu'on aura dit ça, on ne peut pas réduire entièrement la relation à ça. C'est-à-dire que, entre autres, et c'est pour ça que la question du pouvoir tel qu'il est défini par Foucault me paraît utile, l'idée d'avoir des actions sur les actions de l'autre, c'est-à-dire on a une emprise sur les autres. C'est bien ça les rapports sociaux, et c'est bien ça, entre autres, les rapports amoureux. Pas seulement les rapports amoureux, hein. C'est vrai des rapports pédagogiques, c'est vrai de toutes sortes de rapports sociaux. On a une emprise sur d'autres. Donc ce sont des rapports de domination. Par exemple, les rapports entre les profs et leurs étudiants sont des rapports de domination. Est-ce que pour autant, il n'y a aucun jeu là-dedans? Il y a un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants peuvent transformer aussi leurs profs. C'est une expérience que tous les enseignants ont, c'est qu'ils sont transformés par leur pratique pédagogique. Bien sûr, c'est un rapport inégal. Ça va de soi. Je le réitère néanmoins. Mais il me semble que c'est penser ce double jeu-là, c'est-à-dire l'idée qu'on a une action sur les actions des autres. Et de ce point de vue-là, bien entendu, lorsqu'on est en position dominée, c'est moins facile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'inégalité dans ce rapport de pouvoir, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait seulement les dominants qui agissent sur les actions des dominés. Merci. Je vais utiliser un rapport de pouvoir qui est que nous devons libérer la salle à 20h et qu'il est 19h59. Je n'y peux rien. Je suis vraiment confus.